De retour sur le plateau de la tranche Info Place, maintenant au Focus. Vous le savez, nous sommes jeudi et le jeudi c'est anthropologie et nous avons notre expert des humanités classiques africaines, Nyosere Kalala Omotunde. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir. Alors on vous a pas vu pendant 2 semaines, donc oui, on est content de votre retour. Avant de rentrer dans la thématique hebdomadaire, j'aimerais vous demander justement ce que vous pensez de l'atmosphère ambiante en période de crise, gestion Covid, avant les fêtes. C'est-à-dire que, vous savez, moi j'ai toujours mon regard très particulier. C'est que les adultes doivent donner aux jeunes une impulsion. Nous avons un peu l'impression, et je dis quand on dit nous avons un peu l'impression, c'est un peu le sentiment que ressentent les jeunes, qu'on est des moutons qui attendent d'être vaccinés. C'est-à-dire qu'on a des savoirs endogènes, on a des spécialistes, on a des chercheurs, on a des laboratoires, mais on ne voit pas de prise de parole de gens qui disent écoutez, nous testons telle molécule, nous cherchons telle chose. C'est-à-dire participer à son échelle à la recherche, parce que nous avons quand même des choses à faire valoir dans ce domaine. Et puis il ne faut pas oublier que la bonne santé passe aussi par nos plantes. Voyez, et c'est ça qui fait qu'on est capable de résister à toutes sortes d'attaques de virus et de bactéries. Voyez, donc ne serait-ce qu'à ce niveau-là, redonner les conseils de la bonne santé, les tisanes, les fruits, les choses comme ça, de manière à faire en sorte que nous ne soyons pas des attentistes. Moi, vous savez, il y a des choses qui sont très très surprenantes. La chose qui est très particulière, c'est que vous n'avez pas idée, en fait, dans les grands laboratoires, vous voyez, même dans la Caraïbe et autres, dans les universités, il y a beaucoup de personnes qui sont d'ascendance africaine. Et ces gens-là n'attendent que d'être sollicités de manière à faire en sorte de participer aussi à la recherche, même sur la problématique du chlordécone. Est-ce que vous savez que le plus grand spécialiste des pesticides et de l'implication de ces pesticides au niveau de la nature et des conséquences comme le chlordécone, le Roundup et autres, c'est M. Haynes. Et M. Haynes, c'est un Africain-Américain. Et il a son laboratoire, vous voyez, à Beckerley, et il participe à beaucoup de colloques à travers le monde, et il explique ce que c'est, en fait, que la dégradation du milieu vivant par les pesticides. Donc il y a aussi, je dirais, cette démarche de tout simplement s'intéresser à la problématique du bien-être humain, et aussi le fait de pouvoir, au niveau de la recherche du virus, vous savez que l'Afrique a quand même initié la recherche au niveau des virus, je l'ai montré la dernière fois, il y a 80 000 ans. Donc à partir de là, on a quand même des choses à faire valoir. Là, sur le plan médiatique, on a un peu l'impression que la part belle est donnée finalement au monde occidental, qui serait le seul à s'activer. Voilà, c'est comme par hasard. Vous voyez, qui serait le seul à chercher des solutions, alors que on a le bloc asiatique. Vous voyez, donc on a beaucoup de choses à découvrir. Mais toutes les thèses des autres sont écartées d'office. Écartées, c'est-à-dire on n'a même pas l'opportunité d'avoir même une présentation sur le plan médiatique des pistes de recherche. Et puis on voit aussi que le terrain asiatique, notamment la Chine, où il y avait cette propagation à un moment, la Chine est arrivée à contrôler les cas de corona. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent quand même relativement surprenantes. La deuxième chose qui me surprend beaucoup, c'est que tout le monde sait que quand on porte un masque, on respire quand même beaucoup de gaz carbonique. Et demander aux enfants de porter le masque durant toute la journée, c'est accepter qu'ils respirent du gaz carbonique toute la journée. D'autant plus qu'ils doivent l'enlever pour déjeuner à midi. Donc on aurait dû normalement avoir des masques adaptés aux enfants. Comment ça se fait que le masque pour l'adulte et le masque pour l'enfant, on n'a pas fait une adaptation du masque qui permet à l'enfant de ne pas respirer toute la journée son gaz carbonique. Alors que les organes de l'enfant ne sont pas développés. Mais attendez, quand même, il y a des choses quand même assez surprenantes, vous voyez. Donc c'est là où on aurait dû, par exemple, aussi avoir une réflexion, c'est-à-dire comment fabriquer nous-mêmes nos masques qui soient adaptés, donc tout simplement aux enfants, et leur permettre de ne pas respirer systématiquement du gaz carbonique et d'avoir des espaces. Enfin, il y a des solutions, en tout cas à ce niveau-là, pour ne pas que le gamin se retrouve à respirer son gaz carbonique. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir des choses un peu moins stressantes. Vous voyez, c'est-à-dire que on a commencé au départ, on faisait des masques de couleurs, en tissu africain, de machin. On a l'impression que quand on se balade dans la rue, on est à l'hôpital aujourd'hui. Mais parce que justement, ils sont en train de dire que les masques en tissu ne sont pas si efficaces que ça et rabattre tout le monde sur les... Mais attendez, mon cher ami, mais quand même, soyons quand même un peu sérieux. Quel masque est efficace de toute façon ? D'accord ? Les études ont montré les choses. Mais au moins, c'était beau, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on voyait de belles choses dans la rue, de la recherche créative. Là, on se retrouve à l'hôpital.
Voyez, et c'est ça qui est quand même assez paradoxal, parce qu'on sait que l'univers des enfants, c'est la couleur. Ça passerait mieux s'il y avait de la couleur, au lieu de stresser les gamins comme s'ils sont à la polyclinique. Voyez, donc c'est tout ça qui est somme toute relativement surprenant. Et parce que le coronavirus n'a pas pris en Afrique, on fait comme si les laboratoires africains n'ont pas développé la recherche. Alors que beaucoup de pays ont été très très loin. Mais on écarte, parce qu'on sent qu'il y a des enjeux financiers derrière. Et puis on te demande d'être le mouton bien en rang pour te faire vacciner demain. Et c'est la première fois qu'on a un vaccin prêt aussi rapidement. Parce que, est-ce qu'on peut rappeler que le sida, que la recherche contre le cancer, enfin tout ça c'est des choses quand même qui perdurent depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Totalement. Et là on a Gérard Majax qui arrive, boum, un tour de baguette magique, et il nous sort le truc. On a dit que c'est crédible dans le sens où si tous les pays mettent un financement pour la recherche, mais attendez, tous les pays n'ont pas mis de la recherche pour le sida? Tous les pays. Non, mais attendez, quand même, soyons sérieux. C'est ce que je me suis dit. Des milliards ont été posés sur la recherche, justement. Non, là, je ne m'inscris plus dans ce genre de discussion. Il n'y a pas de vaccin. C'est-à-dire que même la thèse, même, elle est absurde. Hein, il y a quand même le problème du cancer. Il y a beaucoup de choses qui ont impacté le monde entier. Hein. Il y a eu aussi, on a vu il y a pas quelques années à Paris, hein, il y avait la gastro, la gastro qui a pris des proportions assez colossale, hein, qui s'est répandue aussi au niveau de l'Europe. On n'a pas vu, je dirais, les gens nous sortir des histoires de dormir debout comme ça. Non, je dirais que tout cela a l'air d'être un plat qui sort du four à micro-ondes. C'est-à-dire que ça ressemble plus à quelque chose qui avait déjà été préparé, qu'on a mis dans le four à micro-ondes, qu'on a mis à réchauffer, qu'on sort, que quelque chose qu'on a préparé là aujourd'hui. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire la façon dont les choses sont présentées au public, c'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a un caractère, je dirais, assez suspicieux dans la façon dont les choses se passent et dans la façon dont les choses sont gérées d'une façon générale. En tout cas, moi, ce que je dirais, c'est qu'on ne peut pas nous demander de participer que lorsqu'il y a des compétitions sportives. Je vois qu'on est en train de dire est-ce qu'on va faire la Coupe de France de ci, Coupe de France de ça, alors qu'il faut faire la Coupe du Monde de la recherche en laboratoire. Et dans cette Coupe du Monde de la recherche en laboratoire, je ne vois pas où nous sommes. Vous voyez ? Et on a pourtant des laboratoires, non, on a pourtant des chercheurs, on a pourtant des spécialistes. On devrait pouvoir aussi être dans la course à ce niveau-là. J'avoue que... Et donc ça devrait être aussi le travail des responsables, des collectivités territoriales, de venir et de dire, mais attendez, on a aussi des possibilités. Puisqu'on dit que chez nous, on a une biodiversité relativement imposante. Qu'on a des molécules qui sont vraiment très intéressantes dans le domaine du soin, dans le domaine de la prévention au niveau de la santé, dans beaucoup de domaines. Donc on aurait pu quand même à ce niveau-là, ne serait-ce que proposer une piste de recherche et de voir comment, dans le cadre de telles molécules ou de telles plantes, on peut proposer des solutions de manière à avoir aussi, je dirais, nos protocoles. C'est quand même extraordinaire de voir qu'on est en attente. C'est comme si on attend le Père Noël qui doit venir avec des cadeaux, on attend le Messie qui doit venir sauver l'humanité. Vous voyez, il y a un petit côté, je dirais... Mais le Messie, c'est les labos pharmaceutiques. Hein, parce que tout le monde est en train de se remettre le sort de l'humanité dans le vaccin, concrètement. Et visiblement, c'est la seule solution qu'ils proposent. Il y a quand même eu des cas, il n'y a pas si longtemps, où des épidémies ont quand même eu un impact plus important sur les populations en Europe. Hein. Je dirais l'indice, c'est-à-dire quand on regarde le nombre de personnes affectées, le nombre de personnes qui sont décédées, l'indice du corona est très très bas. Ça, on l'a souligné. Certains spécialistes même disent que c'est en dessous de 1. En dessous de 1. Vous voyez, donc c'est très surprenant, je dirais, de faire un grand déballage autour de ça, alors qu'il y a eu quand même le sida. Vous voyez, il y a eu quand même des choses... on est resté à une trithérapie, c'est ça qui est très surprenant. Et pourtant, on avait des professeurs Montagnier qui avaient isolé la séquence du sida. Donc, il y avait eu quand même des choses qui devaient... On a eu 20 ans de recherche, mais bien sûr, 20 ans à minimum. Pour le cancer, vous voyez, comment ça se fait que on en est toujours au même point. Vous voyez, on sait pas... Et là, 9 mois, vaccin. C'est ça qui est très surprenant. Parce que, normalement... le corps a la possibilité de fabriquer des nouvelles cellules.
Donc ça veut dire que s'il y a des cellules abîmées, le corps doit avoir la possibilité de fabriquer des nouvelles cellules. Donc la chose, c'est qu'il a la propension de le faire naturellement. Et qu'est-ce que vous pensez justement de l'ajout de nanotechnologie dans les vaccins? Là, c'est-à-dire qu'on est un peu dans le scénario de la science-fiction, mais qui revient un peu dans la réalité. C'est-à-dire qu'il faut quand même souligner que moi, quand j'étais étudiant, j'ai bien vu qu'à Cergy-Pontoise, il y avait déjà des sociétés qui s'orientaient vers ce type d'activité. Bon, pour moi, c'est pas un scoop, puisque quand j'allais à Cergy-Pontoise, ne serait-ce qu'en stage, en entreprise, je passais déjà devant des entreprises dont l'activité, c'était justement de propulser la recherche dans ce domaine-là. Donc j'ai toujours su qu'à un moment, ce sont des choses qui allaient revenir au devant de la scène. Maintenant, ce qu'il y a et qu'il faut comprendre, c'est la notion d'information. Voilà où le bas blesse. C'est-à-dire, c'est la notion d'information. C'est-à-dire que vous allez acheter un produit, on doit vous informer sur les caractéristiques techniques de ce produit. Toutes les caractéristiques. Vous prenez un médicament, on doit vous informer sur le type de médicament, tout cela. Là, quand on arrive là, on a l'impression d'avoir une espèce de déficit d'information, on ne comprend pas bien, on a tout et son contraire, tel expert arrive, il dit c'est vert, l'autre arrive, il dit c'est bleu, vous faites venir un autre, c'est orange, et en fin de journée, c'est violet. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une espèce de cirque Zabata médiatique qui est là juste pour semer de la confusion et pour créer une ambiance un peu anxiogène. Moi, ce que je dirais, et je le dis et que c'est important, notre particularité, c'est le soleil. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a un soleil qui est particulièrement vitalisant. Et il ne faut pas qu'on se déconnecte de cette lumière. Vous voyez, je pense qu'il ne faut pas qu'on se déconnecte de cette lumière. C'est que c'est un atout majeur pour se maintenir en vitalité, en santé. Oui, totalement. C'est-à-dire que la bonne santé, c'est d'abord le psychisme. Et il ne faut pas que, je dirais, même si on est dans le cadre de mesures barrières et autres, il ne faut pas le vivre, je dirais, de façon stressante. Vous voyez, il faut pouvoir quand même comprendre que la vie, c'est la vie. Vous voyez, qu'aujourd'hui, on n'a pas un truc comme, je dirais, la grippe espagnole et autres, qui était, mais alors là, foudroyante. Vous voyez, mais il faut qu'on continue à quand même avoir la notion du vivre ensemble et faire en sorte de ne pas toujours avoir un renvoi d'images anxiogènes chaque fois que vous croisez quelqu'un dans la rue qui va sortir des billets de banque dans le distributeur en mettant des gants. Donc, je pense qu'il faut quand même se fixer des limites. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de précautions, c'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il ne faut pas que dans la prise de précaution, que l'enfant qui passe là se dit finalement, oula, mais que va devenir le monde? Parce qu'on voit qu'il y a des jeunes qui se suicident, on n'en parle pas. Mais il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes qui se suicident. Parce que moi, même quand je suis en contact avec les jeunes à travers le monde, même nos jeunes qui sont partis étudier ailleurs, ils me racontent leur journée, comment c'est, la complexité. Un jour vous avez cours, un jour vous n'avez pas cours parce que vous devez rester chez vous. Et suivant télétravail, il suffit que la femme de ménage ait eu le corona, ça y est, c'est tout le département qui est fermé. Et on vous demande de partir manu militari. On ne pas, voilà. Donc c'est vrai que je comprends qu'après avoir pris les transports et que vous arrivez à l'université et vous arrive ça, c'est vrai que c'est quand même assez difficile à gérer mentalement. C'est le caractère répétitif. Parce qu'on a vendu quelque chose en début d'année, et finalement, on s'est retrouvé dedans en fin d'année. Mais il faut quand même donner aux jeunes, je dirais, la force mentale d'affronter ça. On ne peut pas oublier que, bon, nous, on a un certain âge, mais les jeunes viennent d'arriver, ils ont leur avenir. Vous voyez, c'est pour ça qu'à Nijar, on consacre beaucoup de temps aux jeunes par rapport à leur projet d'études, leur projet d'avenir, les aider à reconstruire un projet en fonction des variables, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Hein, il faut quand même redonner espoir, c'est ça qui est... Moi, c'est la notion d'espoir, de positivisme, là-dessus, qui est pour moi, c'est très important, parce que si on se met à jeter l'éponge et, je dirais, à baisser la tête, on devient des moutons. Mais donner de l'espoir, techniquement, c'est le rôle premier des médecins, qui sont censés justement rassurer les populations. Non, les médecins n'y comprennent pas grand-chose aussi. C'est ça la réalité. Et puis, il faut voir que les médecins ne sont pas toujours informés. À une certaine échelle macro, le médecin n'est pas toujours informé. On a vu pour les trucs de H1N1, les médecins même disaient mais pourquoi c'est pas nous? On a l'habitude de faire le vaccin contre la grippe. Pourquoi? Donc on voit qu'il y a un certain nombre de choses assez surprenantes qui se passent. C'est comme si votre voiture est en panne, vous ne pouvez plus aller voir le mécanicien, quoi.
hein, il faut aller voir le boulanger parce qu'on a installé un atelier mécanique dans l'arrière-boutique du boulanger. Mais c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte qu'on est dans un contexte où quand tu commences à regarder les choses à la loupe, tu te dis mais attends, mais c'est quoi ce grand spectacle-là? C'est vrai si on creuse, on trouve pas mal d'éléments. D'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure, moi je suis en train de faire mes petites recherches sur la grippe espagnole, puisque ça s'est passé finalement sorti de Première Guerre mondiale, et j'ai bien besoin de voir en fait comment c'est arrivé, puisque c'était un dérivé H1N1, c'était encore une grippe aviaire. C'est-à-dire que, vous savez, les choses, ça vient, ça part. Bon, la France sait très bien qu'ils ont une habitude, hein, ils guérissent. Les grandes épidémies en France ont été réglées, regardez l'histoire, en sortant la Vierge Noire. C'est tout, ils ont une Vierge Noire qui est, c'est Golgoth. C'est-à-dire, dès qu'on l'a sortie, on fait un parcours dans le centre-ville, on revient, c'est fini. Regardez le nombre de fois où partout en France, partout en Europe, ils ont mis fin à toutes sortes d'épidémies, hein, la peste et autres, en sortant la Vierge Noire. Mais les choses sont là, tapez Vierge Noire, vous allez voir le nombre de fois. Ah, moi je suis c'est ça. Déjà informé à ce niveau-là, mais j'invite les téléspectateurs justement à se renseigner sur ce que sont les Vierges Noires et, c'est la déesse et ce dont elles sont capables. Justement. Voilà, donc moi ce que je dirais aussi à ce niveau-là, c'est une problématique, je pense pour nous qui est importante, c'est de pouvoir créer les conditions d'une adaptation et du pragmatisme. Vous voyez ? Qu'est-ce que j'appelle l'adaptation et le pragmatisme? C'est-à-dire qu'il y a des moments où le modèle, c'est-à-dire la technostructure qui soutient le modèle, est en mutation. Donc, la chose, c'est pas de se lamenter, mais c'est de retrouver, je dirais, un socle, ce que j'appelle, moi, l'entreprise systémique. Vous voyez, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il y a un tremblement de terre, on voit qu'on met les bâtiments sur roulement à billes et le bâtiment se déplace. D'accord? Moi, je suis un théoricien de l'économie sismique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir déplacer aussi, c'est-à-dire il faut que l'entreprise soit sur des roulements à billes. C'est-à-dire que tu peux déplacer par là, mais il ne faut pas être figé. Vous voyez, ça c'est la première chose. Et nous, on est extrêmement figé. Nous, c'est culture, canne, banane et tourisme, mais on n'a rien refait d'autre. Voilà, on est trop figé. La deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir ajouter des choses qui, au départ, on ne voyait pas forcément l'importance, mais maintenant, on commence à en voir l'importance. Il faut quand même, je dirais, la notion de service, moi je l'ai toujours dit, hein, depuis quand j'ai fait des études de marketing, j'ai toujours dit que la valeur ajoutée, c'est le service. Parce que les produits sont pratiquement les mêmes. Mais c'est sur le service, véritablement, qu'on crée la condition, les conditions du lien avec la clientèle. Nous, il faut pouvoir créer du lien. C'est-à-dire que nous, on a des bons produits, mais il faut créer du lien. Vous voyez, il faut créer du lien, il faut avoir... Une confiance aussi. Oui, c'est-à-dire que la chose, nous, je dirais, on sait que c'est Madame Intel qui a fait le jus. Et on sait les qualités de Madame Intel. Maintenant, c'est devenu une enseigne. Et tu dis, oui, Madame Intel, elle dit, mais Madame Intel, elle n'est pas là. Et c'est qui fait le jus? On ne sait pas. Vous voyez ce débat-là? Donc maintenant, tu as une publicité qui te dit, voilà... le jus a été fait avec une chanson, on a remplacé Madame Intel qui faisait le jus. Mais tu es obligé de regarder l'étiquette là maintenant. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi cette affaire? Il y a 15% de jus d'orange, Madame Intel mettait au moins 90%. Vous voyez ce départ-là? Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut nous adapter. Il faut nous adapter aussi pour la vente du poisson. Parce que les pêcheurs sont là, mais il faut aussi... Et moi, je suis plutôt dans le fait d'apporter des solutions que de demander aux pêcheurs de s'asseoir pour trouver des solutions. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on doit avoir... Tout le monde, effectivement, peut mettre sa main à la pâte et porter des solutions économiques. Moi, je suis pour une espèce de GIGN économique. C'est-à-dire, des gens disent, voilà, on a un groupe d'experts à monter qui veut participer à la réflexion, et des gens qui sont pêcheurs ou autres appellent le groupe d'experts, on intervient, on règle le problème. Vous voyez? Et à partir de là, on crée une dynamique, on prend des compétences dont on a besoin, de la logistique dont on a besoin, et on met... C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de sentir que voilà, la vie prend le dessus, qu'il y a... Voilà. À partir du moment où on a l'impression d'être confiné, d'être là, on tourne en rond dans sa maison, on tourne en rond dans sa tête, on est à la recherche de solutions, mais les choses ne sont pas claires, vous voyez, c'est là que ça devient un peu problématique. Alors après, est-ce que ce n'est pas le but recherché aussi? Il y a de quoi se poser des questions. Grande interrogation, voilà. Monsieur Omotunde. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. De retour dans le focus, nous sommes toujours en présence de Nusere Kalala Omotunde, notre expert des humanités classiques africaines. Alors qu'allons-nous voir aujourd'hui, monsieur Omotunde? Oui, en fait, je voulais simplement que nous prenions un temps
pour pouvoir montrer des nouveaux documents sur un certain nombre de choses que nous avons abordées. Alors pourquoi je dis ça? Je le dis parce que c'est vrai que lorsque je dis par exemple que les châteaux forts ont été inventés en Afrique, vous avez des gens qui disent mais il est complètement fou. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que on a créé, je dirais, une espèce de nivellement des intelligences passant par la couleur de peau, en oubliant que l'homme est né en Afrique avec toute son intelligence, et que la particularité de l'homme africain, c'est que l'homme moderne arrive en 350 000 ans, et qu'il a commencé à quitter l'Afrique vers moins de 60 000 ans. Donc ça veut dire que pendant pratiquement 300 000 ans, vous avez une humanité comme vous et moi, qui a un espace favorable, je parle sur le plan climatique, et nous n'allons pas faire des découvertes du calendrier, des mathématiques, de l'astronomie, mais il faut quand même que les gens arrêtent de rêver, puisque l'humanité africaine qui est partie, qui a quitté le continent africain, s'est retrouvée dans des conditions climatiques hostiles. Tous les spécialistes le disent. Mais dans les conditions climatiques hostiles, c'est déjà se protéger du froid ou se protéger du désert, chercher à boire et à manger, se protéger des animaux, rester dans une grotte. Donc c'est évident que quand tu es dans la grotte, tu vois le ciel comment. Vous voulez que quelqu'un qui a passé du temps dans une grotte maîtrise l'astronomie mieux que quelqu'un qui était en plein air dans la savane africaine? Il faut quand même être un peu sérieux. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis très surpris de voir comment il n'y a pas une application historico-culturelle dans les thématiques abordées dans les écoles, les collèges et les lycées d'une façon générale. Vous imaginez que vous avez des enseignants qui viennent de commencer, je dirais, à rentrer dans la fonction, qui sont d'ascendance européenne, et qui me disent, mais on ne peut pas enseigner à des enfants sans jamais faire le lien avec leur histoire, leur patrimoine, sans jamais leur donner des éléments leur permettant de voir que dans leur généalogie culturelle, eh bien, leurs ancêtres ont fait preuve de génie à travers les sciences, les techniques, l'astronomie, la navigation et autres. Nous enseignons à des enfants, nous leur donnons aucune référence en rien. Mais forcément, on crée des individus déséquilibrés. Alors moi, je voulais montrer qu'il y a eu, donc il y a un groupe qui a décidé de contacter en fait des jeunes à travers le monde, donc tous les jeunes du monde, et que chacun puisse parler de sa culture. Voilà, c'est-à-dire que vous avez tous les enfants du monde qui parlent de leur culture. Vous voyez comment ils ressentent leur culture. Je voulais donner le cas de 2 jeunes femmes, qui sont des jeunes femmes de chez nous, pour qu'on puisse voir comment, dans le cadre où vous avez des jeunes femmes qui parlent de leur culture, des jeunes filles de 20 ans, comment leur culture est puissante, leur a donné une colonne vertébrale pour aller vers le monde et compagnie, et le discours de nos jeunes. Alors que nos jeunes sont censés, je dirais, avoir reçu un enseignement qui leur a permis d'avoir une ossature et de pouvoir affronter le monde. Vous voyez, quand on arrive, moi c'est la première chose qui m'a marqué quand je suis parti faire mes études, c'est qu'on baisse la tête systématiquement. C'est-à-dire devant l'autre on baisse la tête. Vous voyez, et quand on veut hausser la tête, c'est dans une attitude un peu de combat. Pourquoi on n'est pas naturellement, je dirais, pleinement épanoui à l'intérieur de nous-mêmes, qui fait qu'on regarde quelqu'un, je dirais, sans arrière-pensée. Vous voyez ce que je veux dire par là? Prenons le temps de voir le premier document, parce qu'il est quand même assez marquant. On part pour le premier document. Parce que les enfants ont besoin de savoir d'où ils viennent, ce qui étaient leurs grands-parents et la souche en fait de leurs origines. Mais bon. En étant là-bas, on ne voit pas la différence vraiment entre le français et l'antillais. Et c'est en arrivant en France que j'ai vraiment pris conscience qu'il y a une très grande différence. Parce que pour nous, on est né français, on étudie l'histoire de Napoléon, etc. Et c'est en arrivant en France qu'on voit vraiment que ce n'est pas forcément notre histoire. Et c'est de là que j'ai pris conscience qu'on a quand même une histoire à nous qui est propre. Pour conclure, je suis fière d'être bretonne. Je suis fière d'appartenir à un peuple qui est enraciné vraiment dans un pays magnifique, une région avec des paysages sublimes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir conscience de ses origines parce que c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir comme ça aux autres communautés et de partager. Et c'est très important dans la vie pour avancer et savoir d'où l'on vient. Voilà, c'est important.
Alors on a deux discours diamétralement opposés. Diamétralement. Une effectivement qui maîtrise entre guillemets son histoire et donc qui en est fière et qui la revendique, et l'autre qui se retrouve face à un paradoxe, Voilà, les deux elle n'a autres pas d'histoire. Voilà, qui soulève un problème, c'est-à-dire le problème de qui je suis en réalité. Et ce qui je suis, je dirais, moi je le vois ici, parce que je dirais on le découvre, c'est quand on part à la rencontre de l'autre qu'on découvre la question du qui je suis en réalité. Mais vous dites, mais attendez, j'ai fait tout ça de classe, tout ça de devoir de classe. On m'a interrogé tant de fois devant un tableau, et la question de qui je suis, quelle est... vous savez, je vais vous dire une chose qui est très simple. Dernièrement, je suis allé avec un billet de 50 € devant un établissement scolaire. Et j'ai dit aux enfants, à la sortie des cours, je donne 50 € à celui qui me donne le nom du plus grand savant de la Guadeloupe. Aucun enfant ne pouvait répondre à la question. Clairement. Il faut déjà connaître les savants guadeloupéens. Déjà. Donc, ça devient intriguant, parce que les enfants disent, mais attendez, je vais quand même à l'école, je ne comprends pas comment je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je dis, mais c'est pour ça que plutôt que de te poser la question, j'ai trouvé tout simplement une carotte pour te forcer à te poser la question. Et en fait, vous imaginez, vous êtes à la sortie d'un collège, vous avez cette masse d'enfants et personne ne trouve la réponse. Donc je leur ai dit, ben, est-ce que vous avez un téléphone portable? Tapez sur Internet savant de la Guadeloupe. Voyez, et c'est de là qu'un garçon a dit Raoul Georges Nicolo. Et je lui ai dit Raoul quoi? Raoul Georges Nicolo. Et donc devant tout le monde, j'ai dit viens, et je lui ai remis le billet. Mais tous les enfants m'ont dit, mais attendez, mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'avait pas la réponse. J'ai dit, je ne vais pas répondre à cette question. Je vous laisse aller chercher face à une réalité. Vous voyez? Parce qu'il faut comprendre que la transmission des savoirs, ce n'est pas gaver des oies. C'est permettre à des consciences d'être conscientes d'elles-mêmes. C'est ça l'enjeu. Vous voyez? Et le facteur motivation, combien de fois nous avons démontré que chaque fois qu'on inclut dans la thématique de l'enseignement une dimension culturelle et une dimension se rapportant au patrimoine historique, eh bien, vous avez un facteur motivation qui est énorme. Là, les enfants, même à Paris, je l'ai démontré dans des établissements scolaires, les enfants écoutent, les enfants suivent. Vous savez, j'ai fait des interventions à HEC, à Sciences Po, mais les choses sont là. C'est-à-dire qu'on a vu, et beaucoup d'enseignants, même certains responsables pédagogiques de certaines régions, certains départements, ont vu que même dans la banlieue, le caractère est totalement différent lorsque on inclut les éléments de paramètres qui permettent à tout le monde d'être au même niveau. Et c'est ça qui est important. Ça, c'est important. La deuxième chose que je voulais soulever, c'est la problématique effectivement des châteaux forts. Parce que lorsque je dis que toute la technologie des châteaux forts a été inventée en Afrique, on a l'impression que j'aurais pris un champignon hallucinogène et que je me serais mis à raconter n'importe quoi. Parce que c'est pas que j'accorde du crédit aux commentaires, parce que je dis qu'il faut bien être dans une phase d'ignorance avant d'accéder à la connaissance. Mais les faits sont là. Je n'ai pas dit ça par hasard. Vous savez, avec l'UNESCO, on a été sur des sites. Les monuments de Nubie ont été ensevelis par la construction du barrage en Égypte. Quand ils ont construit le barrage à Assouan, ça a carrément inondé les monuments de Nubie. On a essayé de sauver un certain nombre de monuments, c'est l'UNESCO qui s'est occupé de ça. Mais il y a quand même des chercheurs qui ont fait des rapports de fouilles. Le plus grand spécialiste mondial des châteaux forts africains, c'est un Français, Monsieur Mounier. D'accord? Donc il faut qu'on arrête de croire que je sors des choses avec ma baguette magique. Donc c'est pour cette raison que je voulais montrer le deuxième document, où vous avez des gens qui disent clairement que toute la technologie des châteaux forts relève d'une invention africaine. Et 3000 ans, comme je l'avais dit, 3000 ans avant le premier château fort européen. Donc les Européens ne sont pas les inventeurs des forteresses, comme ils veulent des fois faire croire, sous prétexte qu'ils ont construit le fort Fleur d'Épée ou le fort de machin. Tous ces forts-là, c'est de la technologie africaine. Ils ont appris ça à l'époque des croisés. Et il y a eu Vauban qui s'est intéressé à ça. Mais la chose, c'est qu'on a toujours construit en Afrique, à toutes les époques, on a construit des fortifications.
Il y a des fortifications au Zimbabwe, il y a des fortifications au Burkina Faso, il y a des fortifications partout. Moi, si les gens veulent voir les fortifications, mais même les photos aériennes ont montré les bases. J'ai même trouvé la muraille africaine, comme la muraille de Chine. De Chine, mais en Afrique. En Afrique. Super. Vous voyez? Donc prenons le temps de regarder le document. Et je tiens à rappeler justement que les documents que vous prenez pour vous appuyer, justement, c'est que on aime bien remettre justement vos théories en question, alors qu'elles sont documentées. Les documents sont objectifs. Mais effectivement, autant mettre les points sur les i. Totalement. À chaque fois que c'est possible. Totalement. On part pour le deuxième document. Donc des constructions fortifiées qui datent de 18 à 20 siècles avant, avant les Européens. Mais cela nous montre une chose, c'est que les historiens mentent. Parce que, je vais vous expliquer une chose. On a l'habitude de présenter les Nubiens comme des joyeux oiseaux qui sont dans le désert. Mais quand vous avez construit une forteresse de cette taille-là, et je tiens quand même à dire une chose, Bouenne est la plus petite des forteresses. D'accord. Elle est déjà immense. Ah non, mais lisez la documentation de M. Mounier. Il y a Mirgissa, qui est une forteresse qui fait 10 fois au moins la taille de Bouenne. Ah ouais. Bouenne, si vous voulez, c'est le studio. Et pourtant, on vous parle déjà de construction colossale. Donc, quand sur un territoire, vous avez déjà des catapultes pour attaquer les châteaux forts, tout ça, tout ce qu'on vous montre aujourd'hui dans les films, en niant que c'est l'Afrique qui a commencé cela, et en faisant passer les Nubiens pour des joyeux oiseaux, alors qu'on a construit des forteresses militaires, c'est que la menace était sérieuse. Vous voyez? Parce que c'est du gigantisme d'imaginer qu'il y a 5 à 6 000 ans, nos ancêtres construisaient des forteresses comme ça, aussi avec la frontière du Proche-Orient. C'est-à-dire dans le désert. Et pourquoi on n'en parle pas? Je vais vous dire pourquoi on n'en parle pas. Parce qu'on veut faire quoi? Qu'un groupe d'individus mené par Moïse aurait quitté l'Égypte sans tomber sur des forteresses. Alors on ne vous raconte pas l'histoire des forteresses qui, tout simplement, protégeaient l'Égypte de gens qui voulaient quitter l'Égypte comme de gens qui voulaient rentrer. Donc c'est pour ça que les chemins d'Orus ou ces choses-là, les gens ne connaissent pas ça. Et on vous représente un chemin comme s'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas de... Alors que vous allez même aujourd'hui, quand je vais sur cette région, il y a des bases militaires, il y a des mines antipersonnelles, c'est-à-dire il y a des choses dans le sable. On a vu, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours cette... entre l'Égypte et Israël, il y a toujours, je dirais, un armement militaire caché dans le sable. Mais ça a toujours été comme ça, parce qu'il y avait des menaces d'envahissement. Mais on ne vous raconte pas cette histoire pour vous faire croire que, voilà, des gens chantent. En plus, il faut savoir qu'Israël était administré par Pharaon. C'est comme si vous quittez la Guadeloupe et vous allez en Martinique. Vous avez quitté quoi? Vous n'avez pas quitté Pharaon, c'est-à-dire que vous n'avez pas quitté l'autorité française quand vous avez décollé de la Guadeloupe pour atterrir en Martinique. Donc comment des gens, on vous fait croire qu'ils auraient quitté l'autorité pharaonique, alors que lorsque vous êtes en Israël, vous êtes chez Pharaon, et quand ils fouillent, les Israéliens, ils trouvent quoi? Les palais de Pharaon. Et la documentation, elle est là. Mais bien sûr. Mais quand on fait les colloques avec l'UNESCO, les gens ne disent pas ça. Les gens reconnaissent que oui, chaque fois qu'on fait des fouilles, c'est les palais de Pharaon qu'on trouve en Palestine, qu'on trouve à Gaza, qu'on trouve partout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc c'est ça qui est important. Maintenant, l'autre chose qu'il faut souligner. On va devoir clore pour aujourd'hui parce qu'on est déjà arrivé au terme de l'horaire. Ah oui, on a déjà pratiquement terminé. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que la notion de construction massive, d'accord, ça vient de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Jean-François Champollion parlait de monuments africains en Europe. C'est-à-dire quand vous êtes devant la Madeleine ou l'Assemblée nationale à Paris, vous êtes dans des monuments africains construits en Europe. Quand vous êtes devant les Tuileries, la Maison Blanche aux États-Unis, vous êtes devant un monument africain construit en Occident. Parce que la Maison Blanche était le nom du palais du souverain Narmer en Égypte, Inetch-Eb, qui veut dire la forteresse blanche, et elle était blanche. Le palais royal de Pharaon, c'est un palais blanc. Donc c'est pas pour rien que les Européens qui n'ont pas de culture puisent dans la culture africaine leurs éléments de culture et après organisent l'escroquerie dans les documentaires et dans les livres pour faire croire qu'ils sont à l'origine de choses, alors que non, la vérité est là. Donc c'est pour ça que je dis aux gens qu'il faut comprendre la démarche, parce qu'elle n'est pas facile, elle n'est pas aisée, mais j'aimerais que les gens soient plus portés non seulement
à défendre leurs ancêtres, à défendre leur honneur, mais à comprendre le sens de ma démarche. Vous voyez, en disant très bien, et vous avez vu que chaque fois que quelqu'un m'a sollicité, m'a demandé un document, j'ai apporté le document. Toujours. D'accord ? Il y a une problématique lorsque j'ai dit que c'est un Noir qui a inventé l'ordinateur PC. Il semblerait qu'il y ait une jeune femme qui a été attaquée quand elle a dit ça sur son site internet. Elle m'a demandé des documents. Moi, je lui ai remis un article du Figaro. Le Figaro même l'a dit, c'est-à-dire il y a dans le Figaro, il y a un article dans lequel ils ont reconnu que Mark Dean est l'inventeur du PC et que c'est lui qui est à l'origine de Lenovo, puisqu'ils ont transmis aux Chinois les éléments informatiques pour créer la marque Lenovo. Et la directrice de Lenovo, c'était une femme noire. C'est la première femme qui a eu, dans un grand groupe français, une femme noire à la tête d'une grande société française. C'était jamais arrivé. Aujourd'hui, elle est patronne de Hewlett Packard. Donc tout ça pour montrer que ce ne sont pas des choses, je dirais, qui sont cachées dans les magazines de finance. On en parle. Dans les magazines technologiques, on en parle. Mais le problème, c'est que ce genre de matériaux ne sont pas vulgarisés suffisamment, et les documentaires, par exemple, qui font état de la vérité, qui rétablissent cette vérité historique, vous le dites assez régulièrement, et on le sait, ils passent à 2h, 3h, 4h du matin. Malheureusement très tardivement. C'est des horaires très tardifs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une documentation. Il faut comprendre que moi, je ne me suis pas réveillé un matin, j'ai cogné ma tête contre le mur et j'ai dit que l'Afrique a inventé les châteaux forts. Il faut comprendre qu'il y a une documentation qui est relativement riche, d'accord, et que les gens qui sont intéressés par la question, mais j'ai des kilos et des kilos de documents. Vous comprenez, sur ces sujets-là. Et vous en faites bénéficier justement bien sûr. À Nijar. Mais M. Monnier a fait des ouvrages sur la question. Il a fait des articles sur la question. Il a fait des colloques sur la question. Et en plus, c'est un brillant dessinateur qui reconstitue les châteaux forts. Et pas que les châteaux forts. Et c'est lui qui a montré qu'il y avait la muraille africaine, comme la muraille de Chine. De toute façon. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Je pense qu'il n'y aura pas de débat. Voilà. Là, on est vraiment dans la pédagogie. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est dans la pédagogie et que vous prenez de la patience, effectivement, pour qu'on puisse comprendre que notre peuple est à l'origine, effectivement, de quasiment tout ce qui existe sur cette planète. Et qu'il n'y a pas de discussion. Et qu'il n'y a pas de discussion, finalement, à y avoir. Il y a des preuves scientifiques. Chaque semaine, on sort des preuves scientifiques, quitte à ce que ce soit d'autres personnes qui le disent pour qu'on comprenne que vous n'êtes pas le seul à tenir ces versions. Mais c'est vrai qu'on a encore du mal à accepter la grandeur finalement et puis présenter ça aux jeunes générations. Que ça ne soit pas du domaine du cachet, que l'enfant ne découvre pas ça un jour en regardant un documentaire à la télévision, qu'on soit quand même des adultes responsables. On est d'accord. D'accord ? On n'est pas des moutons censés aller à l'abattoir bêtement. Non, on doit collaborer au génie de l'humanité comme on l'a toujours fait. Merci beaucoup Nusere Kalala Umutunde d'être venu sur ce plateau ce soir pour un nouveau jeudi anthropologie. Est-ce qu'on pourra poursuivre ce cours justement la semaine prochaine ? Oui, parce qu'il y a d'autres documents que j'avais. Super, on en garde un peu en réserve. Totalement. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous l'aurez compris, le jeudi anthropologie revient la semaine prochaine. Passez une excellente soirée sur Canal 10. Bisous, bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.